Bonjour à vous tous, bienvenue encore à ce cours d'économie monétaire. Alors le cours d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un réenregistrement du précédent cours parce qu'apparemment il y avait quelques problèmes de son. Alors donc la fois dernière ou lors du dernier enregistrement, donc j'avais parlé comment dirais-je, des causes de l'inflation ou la suite des causes de l'inflation. Donc je vous rappelle juste une chose, c'est que donc l'inflation, elle est mesurée par l'évolution de l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu au cours d'une précédente séance, avec un exemple chiffré. Ensuite, on a vu que l'inflation, elle peut être définie par ses causes ou par ses effets. Alors, si on commence par la définition par les effets, en fait, on dit que l'inflation est un phénomène monétaire par nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inflation, elle réduit le pouvoir d'achat de la monnaie. D'accord? C'est pour ça qu'on dit elle a une nature monétaire. L'inflation, elle a une nature monétaire parce que toute hausse des prix, elle réduit le pouvoir d'achat de la monnaie. 100 dirhams aujourd'hui n'ont pas ou n'auront pas la même valeur que 100 dirhams dans une année. Alors ensuite, on a l'inflation par les causes, c'est-à-dire, ça c'est la définition la plus courante, c'est-à-dire on va essayer de s'intéresser aux sources de l'inflation, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui provoquent l'inflation. Et à ce niveau-là, j'avais déjà mentionné l'inflation par la demande, c'est-à-dire un excédent de la demande sous certaines conditions, hein, donc que vous avez dans le petit résumé de cours, donc que je vais partager avec vous. Euh, donc on a euh, voilà, comment dirais-je, l'inflation par les causes et l'inflation par la demande globale. Ce n'est pas la demande individuelle, ce n'est pas la demande sur un marché particulier, mais c'est une demande globale, une demande nationale avec ses composantes qu'on connaît, à savoir la consommation globale ou la consommation des ménages, consommation publique, c'est-à-dire les dépenses de l'État, et l'investissement. D'accord. Alors, si la demande elle est supérieure à l'offre, à l'offre globale, c'est-à-dire à la production, si vous voulez, au PIB, sous certaines conditions sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc, vous les avez ici. Donc, juste après, quelles sont les conditions pour que cette cause puisse jouer? Eh bien, il y a hausse des prix. D'accord. Donc, si par exemple la production ne peut pas augmenter parce que l'économie elle est en plein emploi des facteurs de production, si des fois la production elle connaît quelques rigidités, c'est-à-dire on ne peut pas juste parce que la demande elle a augmenté, on va appuyer sur un bouton pour que la production augmente. Donc des fois il y a des adaptations qui sont nécessaires et ainsi de suite. La deuxième cause, on a dit que c'est l'inflation par la monnaie ou par les coûts, avant de parler de la monnaie, par les coûts, donc les coûts de production non compensés par des gains de productivité. Ça aussi, c'est une condition, c'est-à-dire que lorsque les coûts de production d'une entreprise, c'est les matières premières qui augmentent, le coût du travail qui augmente, et puis si l'entreprise ne peut pas compenser cette hausse des coûts par des efforts de productivité, c'est-à-dire par une efficacité en matière de production, eh bien, donc la seule chose qui lui reste, c'est justement de répercuter, d'accord, de reporter, si vous voulez, cette hausse des coûts sur les prix. La troisième cause, d'ailleurs, donc l'une des les plus classiques, c'est celle résultant de la monnaie, l'offre de monnaie. Et ça, c'est la théorie de Fischer, la théorie quantitative de Fischer, qui a été développée vers le début du XXe siècle. Eh bien, Fischer, il nous dit, même chose dans le cadre de sa fameuse équation MV égale PQ. MV égale PQ. M, c'est la masse monétaire, si vous voulez, la quantité de monnaie, pardon, en circulation de l'économie. V, c'est la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire c'est le rythme des dépenses, à quel rythme les gens utilisent leur argent, à quel rythme la monnaie circule, d'accord? Égale P, donc P c'est le niveau général des prix, et Q, que certains appellent T, transaction, c'est-à-dire c'est la quantité de biens et de services qui sont offerts dans l'économie. Alors, Fischer, il nous dit que
dans sa théorie d'ailleurs, il suppose que V est constante, Q est constante. Pourquoi? Parce qu'il part de l'hypothèse que l'économie elle est en plein emploi, c'est-à-dire une économie qui n'a plus de marge de manœuvre, elle ne peut plus augmenter la production parce qu'elle n'a pas assez de main-d'œuvre, par exemple, parce que le capital, notamment les machines, ne peuvent pas, on ne peut pas augmenter le rythme de production des machines parce que les machines, elles tournent à plein régime. Dans ce cas-là, encore une fois, toute hausse de la masse monétaire, c'est-à-dire si on augmente les prêts à l'économie, donc on va donner plus de crédit aux ménages, aux entreprises, eh bien cela ne peut se répercuter que sur les prix. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la masse monétaire ou la hausse de la masse monétaire, elle va se traduire par une augmentation des prix. Alors ensuite, vous aviez toujours dans la série des causes, il y a ce qu'on appelle l'inflation importée. Vous savez, un pays ouvert sur le monde, un pays qui a des relations commerciales commerciales ou financières avec le reste du monde, il peut également subir une inflation qui est due non pas au dérèglement intérieur, comme on vient de l'évoquer, avec les trois causes précédemment expliquées, donc l'inflation, elle peut être importée. Alors en général, comment l'inflation, elle vient de l'étranger? C'est quand un pays, par exemple, il a des importations qu'on appelle des importations incompressibles, c'est-à-dire des importations qu'il ne peut pas limiter quantitativement. Je ne sais pas, par exemple, un pays qui a besoin d'un certain volume d'importation de pétrole pour faire fonctionner son économie, eh bien, il ne peut pas baisser ce volume, sauf si, bien sûr, le pays en a moins besoin parce que sa production elle a baissé, parce que le pays traverse une situation de crise, de récession ou je ne sais quoi. Donc, dans ce cas-là, les importations incompressibles, je ne sais pas pour le cas du Maroc, par exemple, on a des importations incompressibles, les pièces détachées pour les biens d'équipement, parce que le Maroc n'est pas un grand producteur si vous voulez, de biens d'équipement et de pièces pour les machines, etc. On peut donner l'exemple du pétrole. Si le pays importe du pétrole, enfin, il importe du pétrole, donc il a besoin d'une certaine quantité, importer du gaz, importer des fois du blé, etc. Et donc, dans ce cas-là, les importations en volume, elles ne peuvent pas augmenter, mais si leur prix augmente sur le plan international, le pays va subir cette hausse des prix et il risque de la répercuter sur les prix intérieurs. Alors, il y a un autre phénomène en liaison avec les importations, c'est le taux de change. Le taux de change, c'est le prix de la monnaie nationale en monnaie étrangère ou le prix d'une unité monétaire étrangère par rapport à la monnaie nationale. Donc, je ne sais pas, par exemple, on va dire un dollar vaut 8 dirhams ou bien on va dire 1 euro vaut 11 dirhams. Ça, c'est ce qu'on appelle un cours de change. Alors, en principe, si le cours de change de la monnaie augmente, c'est-à-dire que si le dollar augmente, par exemple, on passe de 8 dollars à 10 dollars, on passe de 8 dirhams pardon, pour 1 dollar à 10 dirhams pour 1 dollar, eh bien, donc la quantité ou bien le prix des importations va augmenter. Je ne sais pas si j'importe, par exemple, pour 1000 dollars de marchandises, quand le cours du dollar il est à 8 dirhams, donc ces 1000 dollars, elles me coûteront 8000 dirhams. D'accord? Mais si maintenant le cours du dollar augmente, c'est-à-dire on passe de 1 pour 8 à 1 pour 10, eh bien les 1000 dollars, pardon, elles vaudront pardon, 10 000 dirhams. Donc dans ce cas-là, on a tout simplement subi une hausse de prix de 2000 dirhams. Donc faites attention à ça, c'est très très important, les cours de change, selon qu'ils soient appréciés ou dépréciés, selon que la monnaie soit réévaluée, dévaluée, elle va influencer bien sûr le prix des importations et donc le prix intérieur. Alors ensuite, on a dit que l'inflation, en fait, elle peut également s'expliquer par des structures de marché, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans un marché concurrentiel, il va de soi que donc si vous avez un petit nombre d'entreprises, c'est-à-dire vous avez une structure de marché de type monopole ou bien de type oligopole ou carrément des marchés cartélisés, donc des marchés où les producteurs des entreprises peuvent avoir tendance à
se mettre d'accord sur les prix, donc augmenter les prix, créer de la rareté pour que les prix augmentent, eh bien, le risque pour que les prix soient plus élevés est important, bien sûr, par comparaison à ce qui peut exister dans le cadre d'un marché concurrentiel. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que, en général, la concurrence est un phénomène qui entraîne les prix à la baisse. D'accord? À la différence de structures plus ou moins fermées, des structures où il y a très peu de producteurs, où il y a des risques tant que les producteurs. Dans ce cas-là, bien sûr, il y a fort à parier que les prix seraient plus élevés. Après, on a ce qu'on appelle l'inflation par les anticipations des agents économiques, c'est-à-dire, dans ce cas-là, donc les prévisions des agents économiques, elles peuvent être autoréalisatrices, comme disent les économistes. Ça veut dire que si des fois, on est dans un pays où le pouvoir syndical est important, alors les syndicats, bien sûr, comme vous le savez bien, les syndicats des travailleurs, ils sont pour mission de défendre les intérêts de leurs membres, enfin donc des ouvriers employés qui sont membres de ces associations. Eh bien, en général, donc la défense du pouvoir d'achat des membres d'un syndicat est une priorité pour les syndicalistes. C'est-à-dire ils ne veulent pas que leurs membres voient leur pouvoir d'achat se dégrader suite à l'inflation. Alors des fois, l'inflation elle n'est pas encore réelle, c'est-à-dire elle n'est pas encore présente, mais s'il y a des signes que cette inflation, elle risque, si vous voulez, de se déclencher dans quelques mois ou bien dans quelques années, si vous voulez, eh bien, les syndicats, ils vont dire, on ne va pas attendre que l'inflation soit effective pour demander une hausse de salaire parce que ce serait trop tard. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire que si on laisse l'inflation venir, le pouvoir d'achat des travailleurs il se dégrade, et puis après, on va rentrer dans des négociations avec les employeurs pour augmenter les salaires. Dans ce cas-là, entre-temps, peut-être le salaire il va augmenter de 2%, mais l'inflation, elle risque de passer de 3 à 4%. Alors, c'est pour ça que des fois, on peut anticiper l'inflation. On va dire il y a un risque d'inflation et donc on va réclamer une hausse de salaire tout de suite. Alors, si les salaires augmentent tout de suite alors que l'inflation n'est pas encore réelle, eh bien, il est tout à fait normal que les coûts des entreprises augmentent, d'accord? Et puis, une entreprise qui ne veut pas perdre une partie de sa marge, elle est des fois obligée d'augmenter les prix. Alors maintenant, le deuxième aspect de ce cours que vous devez connaître, c'est les conséquences de l'inflation, c'est-à-dire quels sont les effets de l'inflation. Comme on l'a dit tout à l'heure, la principale conséquence, pardon, ou le principal effet de l'inflation, c'est bien sûr la baisse du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que l'argent ou les quantités ou la quantité d'argent que vous avez aujourd'hui, elle ne vous permettra pas d'accéder à la même quantité de biens et services dans l'avenir si les prix augmentent, bien sûr. Donc, ce qu'on appelle le phénomène de l'érosion monétaire. L'érosion monétaire signifie tout simplement que le pouvoir d'achat baisse, il va s'éroder, d'accord, suite à la hausse des prix. Alors, dans ce cas-là, par rapport au pouvoir d'achat, on peut dire qu'il y a des gagnants et des perdants, hein. Donc, tous ceux, pour être très, très bref, on va dire que tous ceux qui peuvent répercuter, ils peuvent reporter sur les autres cette hausse des prix, eh bien, ils sont gagnants, hein. Je ne sais pas si, par exemple, une entreprise qui se trouve dans une situation d'oligopole ou enfin, même de monopole, et un monopole qui n'est pas toujours contrôlé par des autorités publiques, eh bien, elle va toujours. Donc, chaque fois que ses coûts augmentent, eh bien, c'est le consommateur qui va payer. D'accord? Donc, dans ce cas-là, elle est gagnante. Alors, notre gagnant dans l'histoire, c'est les emprunteurs. Alors, de manière générale, les emprunteurs, c'est-à-dire ceux qui demandent des crédits, que ce soit l'État. Donc, l'État est un grand emprunteur. On verra ça vous allez voir ça dans votre cours de finances publiques le semestre prochain. Et les emprunteurs, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui va demander de l'argent à une banque pour financer un achat immobilier, par exemple. Alors, de manière générale, pour l'État, par exemple, euh, l'État est gagnant dans le sens où, déjà, quand elle emprunte aujourd'hui, bien sûr, cet argent, il a un pouvoir d'achat déterminé. Donc, avec cet argent, l'État peut
équiper le pays, donc il peut payer des fonctionnaires, donc il peut acheter des biens, des services pour permettre aux administrations de fonctionner. Mais quand l'État rembourse, bien sûr, il rembourse dans une monnaie, si vous voulez, qui a perdu de la valeur. Donc une monnaie qui s'est dépréciée donc, suite à la hausse des prix. Alors, ça, c'est par rapport à la somme. Je ne sais pas, vous empruntez, par exemple, 600 dirhams aujourd'hui. Ben, les 600 dirhams d'aujourd'hui ne sont pas les 600 dirhams dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Un autre élément en rapport avec les emprunts, c'est pour les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, en général, qu'on facture à l'État, par exemple, qui emprunte, est un taux nominal. Le taux nominal, pour être bref, on va dire, il a deux composantes. Il a une composante qu'on peut appeler prime de risque. Et dans ce prime de risque, on a bien sûr tous les risques en rapport avec la défaillance du débiteur. Donc, il ne peut pas payer. Mais il y a également la variation des prix, c'est-à-dire l'inflation est un élément important. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un taux réel. Le taux réel, c'est ce qui constitue ce que vous allez réellement payer ou bien ce que celui qui vous a prêté, il va réellement toucher. D'accord? Si vous dites, par exemple, que vous avez un taux nominal de 5%, d'accord? Donc, ça, c'est les taux affichés, par exemple, par une banque. Eh bien, dans les 5%, peut-être vous avez 1% de taux réel, qui est la rémunération de celui qui vous a prêté, c'est votre coût réel. D'accord? Et le reste, c'est-à-dire les 4% restants, c'est que une prime de risque. Et parmi les éléments de la prime de risque, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est l'inflation. D'accord? Donc, le taux d'intérêt réel baisse avec l'inflation, ce qui encourage les emprunteurs à emprunter plus parce que le coût, si vous voulez, de l'emprunt, il va baisser dans le temps. Alors maintenant, par rapport à d'autres agents économiques, notamment par rapport à un emprunteur privé, d'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vous laisserai un petit exemple chiffré sur la plateforme du cours dans un instant. On suppose que quelqu'un, par exemple, il a besoin de 600 000 dirhams, par exemple, pour acheter un appartement. Eh bien, donc, il doit rembourser ça en 20 ans. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, le principal. Il va rembourser donc le capital qu'il a emprunté et en plus, il va payer un intérêt. D'accord? Donc, en fait, le principal plus l'intérêt, ça forme ce qu'on appelle une annuité. D'accord? Alors maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'elle est dégressive? Mais une chose est sûre, c'est que quand vous remboursez, vous devez rembourser une part de l'emprunt, c'est-à-dire une part des 600 000 dirhams, et il y a un intérêt qui vient en plus. Alors maintenant, le, si par rapport au principal, vous payez toujours la même chose, donc, supposons que donc l'amortissement il est constant, l'amortissement de l'emprunt est constant. Ok. Alors maintenant, le taux il est connu, hein, donc c'est un taux que vous avez signé, il est contractuel, vous le connaissez dès le début, hein, surtout si vous avez emprunté à un taux fixe. Mais à supposer que cette personne qui a emprunté, eh bien, donc, suite à l'inflation, par exemple l'année d'après, donc il y a eu une inflation de 2%, c'est-à-dire que les prix, ils ont augmenté de 2%, il paiera toujours la même chose. Il paiera toujours la même chose. Mais en principe, la hausse des prix, peut-être, elle a entraîné une hausse de salaire. C'est-à-dire le salaire de la personne peut-être a augmenté de plus de 2%. Et donc, si on fait le rapport entre le remboursement, si vous voulez, de ce ménage, bien entendu, avec ce qu'il gagne aujourd'hui, suite à la hausse du salaire qui est consécutive au taux d'inflation, eh bien, on voit que cette annuité ou ce remboursement, il représente une part moins importante avec l'inflation. C'est-à-dire le salaire, il augmente, ok, parce qu'il y a de l'inflation, mais par contre, l'annuité, c'est-à-dire le remboursement du principal et de l'intérêt, est resté le même, il est constant. Et donc, finalement, ce ménage, lui, il va gagner en termes de pouvoir d'achat, bien entendu. Alors, il y a également maintenant dans la catégorie des perdants, ben, les perdants, ils sont nombreux. Donc, les premiers, c'est bien entendu
les salariés non syndiqués, donc tous ceux qui n'ont personne pour les représenter. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui travaille dans un secteur qui n'est pas organisé, donc un secteur informel. Ceux-là, ou bien ces agents ou ces travailleurs, en général, eh bien, ils ne peuvent pas chaque fois demander à ce que leur salaire suive le rythme de l'inflation. Et donc, finalement, l'inflation pour eux, c'est une catastrophe dans le sens où la hausse des prix n'est pas compensée par une hausse de salaire. Et donc, finalement, les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, ils connaissent une érosion de leur pouvoir d'achat, une baisse de leur pouvoir d'achat. Dû à la baisse de leur, ce qu'on appelle le revenu réel ou bien leur salaire réel. Une autre catégorie qui souffre de l'inflation, c'est les retraités, de manière générale. Donc, ça, c'est pas seulement au Maroc, mais un peu partout dans le monde. Les retraites, en général, elles évoluent très, très peu. Et finalement, l'inflation, elle va toucher directement ces retraités, donc ce qu'on appelle les, comment dirais-je, les rentiers. Alors maintenant, euh, par rapport aux autres coûts, en fait, parce que là, on a parlé des effets de l'inflation, mais par rapport au pouvoir d'achat, donc ça, c'est une conséquence parmi d'autres, mais il y a également d'autres éléments qu'on peut qualifier de coûts de l'inflation. C'est-à-dire l'inflation, elle coûte pour certains. Alors, ça, c'est en principe, je vais revenir donc à mon cours. Et je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, ça, on l'a vu. Donc, c'est le cours que je viens de vous exposer il y a un instant. Et puis après, il y a les coûts, parmi les coûts de l'inflation. On dit que l'inflation, elle perturbe le système d'information grâce auquel les agents prennent leurs décisions. C'est quoi ce système d'information? Si vous êtes dans une économie de marché, une économie de marché, c'est quoi? Une économie de marché, c'est un système économique. Un système économique décentralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas l'État qui fait tout, ce n'est pas l'État qui va planifier tout, d'accord? Ce n'est pas l'État qui va fixer les prix au niveau qu'il souhaite, ce n'est pas l'État qui va décider de l'orientation des ressources. Est-ce que c'est dans tel secteur qu'il faut mettre plus d'argent ou bien dans tel autre? Est-ce que c'est dans tel secteur qu'on va créer des emplois et pas tel autre? Une économie décentralisée, elle est basée sur un système de prix. D'accord? C'est-à-dire le prix, en principe, théoriquement, si vous voulez, il joue le rôle de l'État, si vous voulez. Alors, dans l'histoire, on a eu deux grands systèmes économiques. Il y a le système planifié, c'est-à-dire où l'État fait tout. C'est à l'image de ce qui existait en URSS il y a quelque temps en arrière. C'est l'image de ce qui existait ou qui existe encore dans des pays comme la Chine. Et vous avez les systèmes décentralisés. Donc, planifier, c'est des systèmes centralisés, où le moteur, si vous voulez, ou celui qui oriente, celui qui fait tout, qui planifie, c'est l'État ou les organismes étatiques. Et vous avez de l'autre côté un système décentralisé. Et ce système décentralisé, c'est ce qu'on appelle le système de marché. Alors, dans un système de marché, euh, le prix, il joue le rôle essentiel pour orienter nos actions, pour coordonner nos activités. Je ne sais pas. Par exemple, on va dire, pour être très très simple, parce que ce n'est pas le but du cours, mais juste pour vous éclairer un peu là-dessus, euh, le prix, par exemple, pour moi, en tant que consommateur, il oriente mes activités d'achat, mes actes d'achat, c'est-à-dire ma demande. Si je vais sur un marché, bien entendu, le prix, il reste un déterminant de mon acte d'achat. Si c'est cher, je ne vais pas acheter. Et si c'est pas cher, c'est-à-dire si c'est convenable, eh bien, je vais acheter. Dans ce cas-là, le prix, il a orienté mon action, mon action. Je vais renoncer à certaines choses justement parce qu'elles sont chères et je vais peut-être acheter d'autres qui sont moins chères. Le prix, dans ce cas-là, il a orienté mon activité.
Alors, on peut multiplier les exemples. Si vous avez, on peut changer un peu du marché des biens ou des services, on va sur le marché des capitaux, eh bien, un taux d'intérêt est un prix. C'est, on va dire, c'est le prix de l'argent. Et donc, un taux d'intérêt élevé, peut-être, il va m'inciter à renoncer à l'emprunt. On va dire, c'est trop cher. Je ne sais pas si on me dit, par exemple, pour un crédit à la consommation, vous allez payer 25%, ben, je ne vais pas prendre ce crédit. Si par contre les taux sont faibles, eh bien, je serai amené peut-être à vivre un peu à crédit, prendre des emprunts pour acheter une maison, pour changer ma voiture, pour changer les meubles de ma maison, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, le prix il a orienté mon activité, donc mon activité en tant qu'emprunteur. Pour un prêteur, c'est la même chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une épargne, en général, eh bien, l'épargnant, il est tout simplement, donc déjà, il est défavorisé par l'inflation. Donc, j'ai oublié peut-être tout à l'heure de vous mentionner, parce que donc, l'argent mis de côté, il baisse, sa valeur baisse avec la hausse des prix. Mais l'épargnant, par rapport au prix, donc le prix de l'argent, eh bien, ce prix, il l'oriente pour faire des choix. Je ne sais pas si, par exemple, on a un taux d'intérêt offert sur les dépôts bancaires qui est de 10%, alors que, je ne sais pas, peut-être, comment dirais-je, un placement sur un marché boursier, notamment dans une action, ça me rapporte un dividende de 2%, eh bien, le calcul est vite fait. Je vais orienter mon épargne vers vers le secteur ou vers le placement qui va me rapporter le plus. Alors, un troisième exemple, toujours par rapport à au rôle du prix, c'est le prix du travail, le salaire et le prix du travail. D'accord. Pourquoi? Parce que dans la théorie économique conventionnelle, la théorie économique, si vous voulez, néoclassique, eh bien, le travail est considéré comme quelque chose qu'on peut échanger sur un marché. Il y a ce qu'on appelle un marché du travail. Un marché du travail où il y a une offre de travail, une demande de travail qui change, bien sûr, selon les professions, selon les spécialisations, etc. Mais il y a des offres et des demandes. Et donc, dans ce cas-là, si le salaire, peut-être, il est élevé dans certains secteurs, eh bien, ça va orienter les gens à aller vers ces secteurs, à demander des formations qui leur permettent d'avoir des aptitudes pour aller offrir leur travail dans ces secteurs, etc. Donc, le prix dans un système de marché, il est fondamental. C'est-à-dire, c'est le facteur qui joue le rôle de l'État. D'accord? En fait, la décentralisation, c'est le contraire de la centralisation. Un système centralisé est un système dominé par l'État qui fait tout. Les prix n'ont pas beaucoup de sens hein, parce que c'est l'État qui les fixe en fonction d'objectifs sociaux, économiques, etc. Alors que dans un système décentralisé, le prix, c'est lui qui oriente. Alors maintenant, pour que le prix oriente, il faut qu'il soit juste, c'est-à-dire que les économistes aiment bien parler de ce qu'on appelle une vérité des prix. Hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, une vérité des prix. C'est un prix qui est juste le reflet de la rareté. D'accord? C'est-à-dire qu'un prix, il ne peut augmenter le prix de quelque chose, hein, tout ce que vous voulez, le travail, les capitaux, les biens, les services, etc. Il doit refléter la rareté. C'est-à-dire quand il augmente parce que la chose sur laquelle porte l'échange est rare, donc c'est ce qui explique la hausse de son prix, d'accord? Et si par contre la chose elle est moins rare, c'est-à-dire la chose elle est abondante, dans ce cas-là, le prix il va suivre le rythme et donc il va baisser. Je donne un exemple. Dans la vie courante, si tout à coup on nous dit que il y a moins d'essence dans les stations-service, dans ce cas-là, on peut juste dire, enfin en tout cas, cette rareté, elle va augmenter le prix. D'accord. Euh, si, encore une fois, on vous dit, on prend un exemple sur le marché du travail. Donc, si vous avez par exemple une spécialisation qui n'est pas très courante, donc en fait, votre spécialisation, elle est rare, et bien, le prix du travail va augmenter. C'est-à-dire, vous serez appelé à demander, comment dirais-je, donc un salaire plus élevé. Hein. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes euh, un acteur de cinéma et vous êtes un acteur, si vous voulez, connu, célèbre, pour certains rôles, parce qu'il y a des acteurs qui sont spécialisés dans certains rôles. Je ne sais pas, vous prenez l'exemple de James Bond. Ben James Bond, en fait,
il y a que donc certaines personnes qui peuvent jouer ce rôle de James Bond. Et bien entendu, James Bond, il peut justement la rareté donc de l'acteur qui peut jouer certains rôles fait que son prix il va être hyper élevé, c'est-à-dire le prix il va être négocié et, parce qu'il est seul, parce que donc celui qui peut jouer le rôle, on ne peut pas le trouver partout, mais il y a tel acteur qui peut jouer ce rôle, bien sûr. D'accord? Donc faites attention à ça, très important. C'est-à-dire que la rareté détermine le prix. Or, l'inflation, elle perturbe le prix. C'est-à-dire que le prix, il va augmenter, mais sans qu'on sache s'il y a une rareté ou pas rareté. C'est juste parce qu'il y a un dérèglement monétaire, il y a quelque chose qui s'est passé mal, je ne sais pas, l'État, il a mis trop d'argent dans l'économie, les prix augmentent, et si les prix augmentent, les gens qui sont pas rationnels, ils vont dire le prix a augmenté, donc en fait, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans le secteur, peut-être il y a mon bien, il est devenu rare, et donc c'est la raison pour laquelle donc son prix a augmenté, et donc je peux prendre des décisions par rapport à ce prix, qui est un prix, ou c'est un prix qui a augmenté, non pas pour refléter la rareté, mais uniquement parce qu'il y a eu un dérèglement monétaire. Donc le prix dans ce cas-là, il est faux. Et si le prix est faux, ou qui n'est pas vrai, d'accord, eh bien ça peut entraîner de très mauvaises décisions. Et je ne sais pas, par exemple, quelqu'un, il va dire, allez, les salaires, ils ont augmenté dans tel secteur, donc je dis, peut-être dans tel secteur, on cherche beaucoup de main-d'œuvre, d'accord, ok, mais en fait, le salaire, il a augmenté juste parce que la hausse des prix, elle était là, parce que le prix du travail a augmenté. Donc, dans ce cas-là, la personne, quand elle fait son calcul, elle va se rendre compte que le salaire n'a pas augmenté réellement. En fait, donc, ce n'est pas une augmentation réelle, mais c'est juste une augmentation nominale. C'est-à-dire, le salaire, il a augmenté pour compenser la hausse des prix. Même chose, donc si vous prenez le cas d'un producteur, donc un producteur qui voit par exemple les prix augmenter, mais ils ont augmenté juste parce qu'il y a de l'inflation, il peut dire ben, je vais investir dans tel secteur. Et après, finalement, il se rend compte que euh, donc, la hausse des prix ne se traduit pas dans ce cas par la rareté du bien, et donc la rareté du bien qui peut pousser d'autres producteurs à venir rentrer dans le secteur pour augmenter la production. D'accord? Donc, s'il a pris sa décision sur la base de cette hausse de prix due à l'inflation, eh bien, on peut se trouver à un moment donné avec une surproduction dans le secteur. C'est-à-dire que tout le monde croyait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans le secteur, que le bien il est devenu rare ou le bien il est très demandé. C'est pour ça que les prix ont augmenté. Mais en fait, après, ils se rendent compte que la demande n'a pas bougé, par exemple. Et la seule chose qui a changé, c'est le prix. Et le prix, il a augmenté suite à l'inflation. Donc, en fait, c'est le système d'information. Et vous savez, une entreprise, si vous prenez une entreprise ou bien un ménage, donc il prend des décisions en fonction d'un certain nombre d'informations et le prix est un concentré d'informations. Le prix, bien sûr, il va intégrer des informations et sur la base de ces informations, on va prendre des décisions. Et donc, si ces informations, elles sont mal interprétées, eh bien, ça peut entraîner tout simplement de très mauvaises décisions d'un point de vue économique. Alors, ça rejoint, donc complique l'usage que l'on peut faire des prix, c'est ce que je viens de dire, en rapport avec le système d'information. Le paiement, il devient catastrophique, hein. Je ne sais pas si, par exemple, vous êtes une entreprise et vous accordez des crédits à vos clients, ils payent dans 30 ou 60 jours, eh bien, vous facturez, j'en sais rien, donc 600 dirhams pour une vente. Et puis, si entre-temps, donc, les prix ont augmenté, et bien dans 60 jours, les 600 dirhams n'auront pas la même valeur. D'accord? Alors, aggraver le déficit budgétaire, c'est-à-dire le déficit budgétaire, c'est tout simplement, comment dirais-je, c'est les écarts. Donc, c'est des choses que vous allez voir aussi dans le cours de finances publiques, l'écart qui existe entre les dépenses de l'État, les dépenses publiques, et les recettes ordinaires de l'État. Alors, les dépenses publiques de l'État, ce sont ce que l'État dépense, par exemple, pour payer les fonctionnaires, pour acheter des biens et des services, pour pouvoir faire fonctionner euh, les services de l'État. C'est également donc équiper le pays
c'est-à-dire faire des investissements. Donc tout ça, c'est des dépenses. Et après, vous avez des ressources de l'État, ils sont plusieurs. Ici, les ressources de l'État, bien entendu, comment dirais-je, elles sont constituées essentiellement des impôts, hein, c'est des impôts et des taxes. Ce sont ce qu'on appelle une partie des ressources ordinaires. Et vous avez une autre partie qui est donc les revenus qui sont générés par ce qu'on appelle le patrimoine ou par la fortune de l'État. C'est-à-dire que l'État, il peut avoir un domaine, ce qu'on appelle un domaine public, et ce domaine public, il peut le mettre en location, et cette location, elle lui rapporte des loyers. Donc ces loyers, c'est un revenu lié à un domaine, lié à une fortune de l'État. L'État, il peut, comment dirais-je, il peut être également actionnaire dans des entreprises. Je ne sais pas, au Maroc, l'État est propriétaire de beaucoup d'entreprises qu'on appelle des entreprises publiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial. Eh bien, ces établissements, s'ils sont bénéficiaires à la fin de l'année, s'ils dégagent des bénéfices, en principe, ces bénéfices, ils reviennent de plein droit à l'État, c'est-à-dire à l'actionnaire, dans ce cas-là, l'État actionnaire. Ça aussi, c'est un revenu qui est considéré comme ordinaire. Et puis, il y a des ressources qui s'expliquent par la vente de certains, comment dirais-je, de certaines entreprises publiques, certaines entreprises de l'État sous forme de ce qu'on appelle des privatisations. Alors, tout ça, ça constitue ce qu'on appelle des ressources ordinaires. Alors, en principe, bon, ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'il faudrait nuancer. En principe, l'inflation, elle rend plus cher les dépenses. Les dépenses de l'État augmentent parce qu'il y a augmentation des salaires, peut-être qu'il y a augmentation des prix des biens et des services que l'État achète, donc il y a augmentation du coût de l'investissement. Et peut-être que les ressources, elles ne bougent pas. D'accord? Dans ce cas-là, on peut dire que effectivement, le déficit il va se creuser. C'est-à-dire l'État dépensera plus avec l'inflation et peut-être ces ressources, elles vont stagner. Donc, elles vont pas bouger. Donc, ça, c'est la première hypothèse. D'accord? Qui est là d'ailleurs celle qui est le plus évoquée par des économistes. Alors, la deuxième hypothèse, toujours par rapport au déficit, on peut dire c'est pas toujours facile. Les dépenses, elles augmentent, bien entendu. Mais les ressources, des fois, elles peuvent tout simplement subir ce qu'on appelle une progression à froid. La progression à froid. C'est un terme un peu bizarre, progression à froid. Ça, parce que en période d'inflation, les salaires, par exemple, de la fonction, plutôt les recettes de l'État, notamment les impôts, augmentent, peuvent augmenter en valeur nominale. Pourquoi? Parce que la base sur laquelle ils se calculent, elle va augmenter avec l'inflation. Alors, je vous donne deux exemples. Si, par exemple, je paie un impôt sur le revenu, en période d'inflation, en principe, mon revenu augmente. Et donc, si, par exemple, je gagne 6 000 dirhams et je paie, allez, un impôt de 30% sur les 6 000 dirhams, donc vous faites votre calcul et vous aurez bien sûr le résultat. Mais si maintenant mon salaire, il passe de 6 000 suite à l'inflation à quelque chose comme 7 000, allez, on va être un peu généreux, le taux, il est toujours le même. On est toujours à 30%, mais cette fois-ci, 30% ne se calcule plus sur 6 000, mais elle se calcule sur 7 000. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une progression à froid. C'est-à-dire que les ressources ordinaires de l'État, notamment sous forme d'impôts sur les revenus, vont rapporter plus de recettes à l'État. Alors maintenant, si on prend l'exemple d'une taxe, je ne sais pas, au Maroc, on paye une taxe sur la valeur ajoutée, une TVA. La TVA, elle est ce qu'elle est. Donc, on va dire, elle est de 20%, par exemple, donc le taux ordinaire. Et cette TVA, quand elle porte sur un prix, d'accord? Donc, par exemple, j'ai le prix d'un bien, allez, il vaut 50 dirhams, par exemple. 50 dirhams que je multiplie par les 20%, ça me donnera la taxe que va encaisser l'État. Maintenant, si avec l'inflation, le prix de 50, il passera peut-être à 55.
D'accord? Alors, 55, 60, ce que vous voulez. Cette fois-ci, on a donc la base sur laquelle porte la TVA, elle a augmenté. Donc, finalement, la recette liée à la TVA, elle va augmenter. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une progression à froid. La progression à froid signifie tout simplement que avec l'inflation, la base sur laquelle on calcule l'impôt, elle va augmenter et ce qui peut procurer à l'État des recettes supplémentaires. Dans ce cas-là, peut-être il y aura un déficit, d'accord? Ça dépend du rythme de hausse des prix du côté des dépenses, d'accord? Mais ce sera moindre que lorsque, par exemple, on est dans la situation où on part de l'hypothèse que les recettes de l'État ne bougent pas et que la seule chose qui va augmenter, ce sont les dépenses suite à la hausse des prix. D'accord? Donc là, pour le déficit budgétaire, il faudrait bien sûr nuancer les deux hypothèses. Après, on a donc l'autre conséquence, si vous voulez, ou l'autre coût de l'inflation, c'est la course prix-salaire, c'est ce qu'on appelle la spirale inflationniste, c'est-à-dire que l'inflation, elle se traduit par une hausse de salaire pour compenser la perte de pouvoir d'achat. D'accord? Si les salaires sont indexés. Alors, ce terme de indexation, il est très important. C'est-à-dire que si chaque fois que les prix augmentent, les salaires augmentent, ça, c'est ce qu'on appelle une indexation. Alors, supposons qu'il y a une indexation. Donc, chaque fois que les prix augmentent, les salaires augmentent. Les salaires, quand ils augmentent, ils vont augmenter les coûts de production de l'entreprise. La hausse des coûts de production entraîne l'inflation par les coûts. L'inflation, elle va à son tour générer une hausse de salaire et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle une spirale inflationniste où la hausse des prix, elle va générer la hausse des prix. D'accord? Alors après, pour le système de comptabilité, bien sûr, donc des fois, on a des valeurs qui augmentent votre bilan, par exemple, du côté des actifs. Donc, si on prend un exemple très simple, donc pour les immobilisations financières d'une entreprise, si l'entreprise, par exemple, elle compte dans ses immobilisations au niveau du bilan, donc un portefeuille de titres. Je ne sais pas, une entreprise X, elle a acheté des actions dans telle autre entreprise ou dans telle autre entreprise. Alors, dans ce cas-là, elle a bien sûr une immobilisation financière. Or, les prix des titres, et ça a été démontré en tout cas par plusieurs études, ils vont être indexés sur le taux d'inflation. C'est-à-dire les prix des titres suivent l'évolution des prix en général. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc le bilan de l'entreprise, donc il va augmenter juste suite à la hausse du prix de ces titres. Et donc finalement, si on doit à chaque fois modifier comment dirais-je, les postes de charge, les postes de produits de l'entreprise, les actifs, les passifs suite à l'inflation, alors la comptabilité de l'entreprise, bien entendu, elle va pas donc avoir beaucoup de sens. Donc, en période d'inflation, si vous voulez, la comptabilité de l'entreprise, elle perd donc de son caractère d'outils permettant à l'entreprise ou permettant tout simplement aux agents économiques, si vous voulez, aux opérateurs économiques, de se baser sur cette comptabilité. Les amortissements, même chose. On va tout simplement calculer nos amortissements sur la base d'un prix d'acquisition, si vous voulez. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, est-ce que l'amortissement est un amortissement qui est constant, dégressif, mais à la base, il y a une valeur d'acquisition. Et cette valeur d'acquisition, bien entendu, elle est historique, en fait. On ne va pas la changer tout le temps. Elle ne change pas. Parce que si j'ai acheté une machine à 100 000 dirhams, ben c'est toujours 100 000 dirhams. D'accord? Et dans ce cas-là, donc les amortissements, ils ne vont pas forcément refléter comment dirais-je, où ils ne sont pas, où ils ne permettent pas à l'entreprise peut-être donc d'avoir ou de renouveler leur matériel donc en temps voulu. Donc l'amortissement, si on parle
de l'amortissement comme étant donc un investissement, si vous voulez, de renouvellement, eh bien l'entreprise, justement, elle ne va pas avoir, si vous voulez, suffisamment d'amortissement de renouvellement pour pouvoir se doter d'un nouveau matériel, remplacer le matériel, essentiellement le matériel qui est usé. D'accord? Et puis après, il y a le dernier élément, donc qui me semble très, très important, c'est l'épargne. Hein. Donc, l'argent que vous mettez de côté, comme vous le savez très bien, eh bien, il perd de sa valeur. Alors, ça dépend, bien sûr, comment vous allez l'utiliser. Si cette épargne elle est juste mise de côté en dehors du système financier ou du système bancaire, oui, cette épargne, elle subit de plein fouet la hausse des prix. Donc, je ne sais pas si vous gardez votre argent chez vous, en général, cet argent, il perd de la valeur dans le temps. D'accord? Maintenant, cette épargne, si elle est utilisée, donc si cette épargne, bien sûr, elle est placée, si cette épargne, elle est prêtée, donc elle est déposée, que ce soit à la banque ou bien prêtée donc via le marché financier à travers des achats d'obligations, eh bien, cette épargne, bien entendu, elle peut garder sa valeur si la rémunération, bien sûr, elle compense le taux d'inflation. D'accord? Alors, pour ce qui est comment dirais-je, donc là, j'ai parlé de l'arbitrage, donc chômage et inflation. La courbe de Phillips, on en a parlé. La stagflation, donc je vais juste dire un petit mot. Donc la stagflation, c'est un phénomène assez particulier que le monde a connu vers le début des années 70. Et c'est quoi une stagflation? Dans la stagflation, il y a deux mots, si vous voulez, qui sont unis. Il y a la stag, en fait, c'est la stagnation. Stag, c'est stagnation. Et inflation, en fait, c'est par rapport à l'inflation. Autrement dit, dans la stagflation, il y a de l'inflation et il y a de la stagnation économique. C'est-à-dire, il y a la crise, il y a la récession, il y a la dépression, tout ce que vous voulez. Alors, en principe, la stagflation, elle a remis en question la courbe de Phillips. Rappelez-vous, la courbe de Phillips, elle nous disait qu'il y a une relation inverse entre le taux d'inflation et le taux de chômage. D'accord? Le taux de chômage, il est lié à la stagnation économique, il est lié à la récession. Et Phillips, il disait que quand les taux d'inflation sont élevés, ça veut dire que l'économie, elle est prospère, c'est-à-dire les gens, ils achètent, ils vendent, ils investissent, etc. Et donc, finalement, il y a moins de chômage parce qu'il y a de l'activité, mais il y a de l'inflation. Par contre, si les prix sont bas, ça veut dire si les prix baissent, tout simplement, s'il y a une déflation, si vous voulez, eh bien, cette déflation, elle signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'activité, donc les gens ne consomment pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour consommer ou ils n'ont pas confiance dans l'avenir. Les entreprises n'investissent pas parce que justement, elles n'ont pas confiance dans l'avenir. Et dans ce cas-là, donc la déflation, donc parce qu'il n'y a pas assez d'activité, les prix chutent. Donc, il y a en fait une, une déflation. Et étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'activité, eh bien, on ne crée pas suffisamment d'emplois. On ne crée pas d'emplois. Ou bien ceux qui ont un emploi, ils vont le perdre parce que l'activité, elle n'est pas, donc, elle n'est pas au bon niveau, bien, il n'y a pas assez d'activité. Et donc, finalement, la baisse des prix s'accompagne du chômage. Ça, c'est ce que disait Phillips. D'accord? Donc, avec sa fameuse courbe, il va de l'axe l'axe horizontal, pardon, où il y a le taux de chômage, et l'axe vertical de gauche, donc où il y a la variation des prix qui est consécutive à la variation des salaires, bien entendu. Alors, la stagflation, en fait, elle nous montre autre chose. Elle nous dit, ah non, non, mais l'inflation, on peut être dans une situation où il y a de l'inflation et du chômage. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vécu dans les années 70 et qu'on appelle la stagflation. Pourquoi? Parce que l'inflation et le chômage ne sont plus liés à l'activité économique. Ce ne sont plus, le chômage n'est plus un chômage conjoncturel qui est lié à un cycle économique, c'est-à-dire le chômage baisse quand l'économie est prospère, le chômage augmente quand l'économie est moins prospère, ce qu'on appelle le chômage keynésien. Le chômage qu'on a vécu dans les années 70 est un chômage structurel, c'est-à-dire c'est un chômage qui résulte d'une inadéquation entre l'offre et la demande de travail. C'est-à-dire que, je ne sais pas, pour donner un exemple très très simple, on va dire que dans les années 70, on demandait des ingénieurs informaticiens,
alors qu'on n'avait que des ingénieurs civils, des architectes, etc. Donc, il y a une adéquation. Donc, il va de soi que sur le marché des ingénieurs, bien sûr, donc, eh bien, il y a des gens qui vont se trouver au chômage, tout simplement parce que leur formation ne leur permet pas donc de trouver un emploi dans le secteur des ingénieurs informaticiens. D'accord? Donc, il y a une inadéquation. Ou bien, tout simplement, pour être plus général, on va dire, je ne sais pas, on va former des universitaires qui sont spécialisés dans les langues, alors que sur le marché du travail, on cherche des gens qui ont des formations d'ingénieurs ou bien des formations professionnels spécialisés dans tel secteur ou tel domaine technique. D'accord? Donc, en fait, le chômage, quand il devient structurel, eh bien, il ne dépend plus, oui, du niveau de l'activité économique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, ils vont le perdre définitivement s'ils ne font pas des efforts de reconversion pour développer de nouvelles compétences qui vont leur permettre de trouver un autre emploi. D'accord? Mais par contre, les personnes qui ont la bonne formation, donc qui ont le bon diplôme, qui ont la bonne expérience, alors eux, ils n'auront aucun problème à trouver un emploi dans ce cadre-là. Dans ce cas-là, le chômage des années 70, c'est un chômage qui ne baissait pas avec la relance économique. Donc, il était là justement parce qu'il avait besoin d'un autre traitement. Ce n'était pas le chômage qui est lié au cycle économique, d'accord, mais c'était un chômage qui avait besoin d'une politique de l'État en matière d'éducation, en matière de formation, etc. etc. Alors, l'inflation, elle était due à des facteurs externes. Dans beaucoup de pays, l'inflation, elle était due à des facteurs liés à la hausse des prix des matières premières, donc les matières, je sais pas, donc minérales, matières agricoles, ou bien tout simplement la hausse du prix du pétrole à l'époque. Donc c'était une période entre 74 et 75, c'était une période qui a été marquée par la hausse des prix des matières premières et des principales ressources énergétiques. Ça, vous pouvez chercher sur Internet, vous mettez crise des années 70 et on vous dira donc quelles étaient les manifestations de cette crise. Donc, d'un côté. Et de l'autre côté, toujours par rapport à cette inflation importée, il y avait les taux de change. Donc, le monde, il a connu une forte perturbation des taux de change sur le plan international. Il y avait des monnaies qui augmentaient, d'autres qui baissaient. Et ça était de nature justement à obliger certains pays à importer des produits qui coûtaient de plus en plus cher. Hein. Je ne sais pas si, par exemple, vous utilisiez le yen, par exemple, comme monnaie de paiement à l'échelle internationale. Eh bien, la hausse du prix du yen signifie, par rapport à votre monnaie, signifie que vous devez payer ces importations plus chères. Et donc, finalement, on s'est trouvé face à deux phénomènes qui, normalement, ne devaient pas aller ensemble, à savoir le chômage et l'inflation. Et c'est ça ce que les économistes ont qualifié par stagflation. Alors après, suite à cette situation, euh, euh, on a constaté, donc vers la fin des années 70, que la plupart des banques centrales, à travers le monde, ils ont commencé à prioriser l'inflation comme objectif, la lutte contre l'inflation, pardon, comme objectif de la politique économique et plus précisément de la politique monétaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un arbitrage en faveur de la lutte contre l'inflation, c'est-à-dire que beaucoup de pays, à commencer par les États-Unis, et ça sera le cours de la prochaine fois, on montrera qu'à partir des années 70, des débuts des années 80, eh bien, la plupart des politiques monétaires, donc les politiques menées par les banques centrales, sont devenues des politiques de lutte contre l'inflation. Donc, ce terme de arbitrage en faveur de l'inflation et au détriment du chômage. C'est-à-dire que durant toute la période qui va de 1945 jusqu'au milieu des années 70, beaucoup de pays avaient des politiques de lutte contre le chômage, qui était la grande priorité, même si cela se faisait au détriment de l'inflation. Donc ça, c'est tous les enseignements de la théorie keynésienne, bien entendu, qui a dominé un peu la pensée économique
donc dans le monde depuis la fin de la guerre jusqu'à la fin à peu près des années 70. Et à partir des années 70, eh bien, on va inverser un peu les priorités. Où l'inflation, on a fait un arbitrage en faveur de la lutte contre l'inflation parce que l'inflation est devenue le problème économique majeur que tous les gouvernements voulaient maîtriser et la politique monétaire, bien entendu, a été adaptée avec de nouveaux instruments, avec de nouveaux objectifs afin de lutter contre l'inflation. Et ça sera, bien entendu, le cours de la séance prochaine que vous aurez probablement dans les 2 jours qui viennent, Inch'Allah. Merci beaucoup et puis très bonne journée.